Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. La reprise des Au-delà du cockpit, toute l'actualité du mois d'août résumée en une cinquantaine de minutes, mais n'ayez pas peur, regardez en bas, tout est chapitré. Comme ça vous pouvez naviguer entre les actualités militaires, les actualités civiles, les dossiers de fond. Nous allons parler notamment des collisions au sol, une par millier de départs quand même, dans l'aviation commerciale, et également vous présenter des coups de cœur. Alors ce format cette semaine est monté par Léa. Vous allez voir le retour de la voix de la communauté, Laurence. Et juste avant que nous attaquions dans le vif du sujet par vos questions auxquelles nous allons répondre, eh bien, je vous présente notre partenaire sur ce format et c'est NordVPN. Alors NordVPN, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont tout simplement inventé le voyage le plus éco-friendly au monde. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que vous avez la capacité en utilisant NordVPN de faire croire à Internet que vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes réellement. Oui, forcément, cela vous permet de faire croire par exemple que si Julien, nous sommes en France, eh bien en fait nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Angleterre, nous sommes en Belgique. Alors ça vous permet d'avoir accès à du contenu en ligne différent, mais également à des tarifications différentes. Allez voir par exemple les grands parcs d'attractions, vous verrez, en fonction du pays d'où vous achetez vos billets, les tarifs ne sont pas les mêmes. Et c'est souvent la même chose pour les hôtels ou également pour les compagnies aériennes. Donc vous avez cette capacité à vous déplacer, à acheter des billets moins chers et également à visionner du contenu qui est disponible que dans d'autres pays. De manière générale, comme vous le savez, un VPN, eh bien, ça vous permet un canal sécurisé qui va vous protéger lors de votre navigation sur Internet. Alors, les produits de NordVPN ont évolué. Vous avez le NordVPN classique, vous avez maintenant également NordPass qui peut être pris en option et vous avez également NordLocker qui peut se rajouter à tout ça. Si cela vous intéresse, eh bien, regardez en bas, on vous a mis un petit lien et vous avez une belle promotion qui vous attend pour vous permettre eh bien, de surfer sur Internet aux quatre coins du monde, sans bouger de chez vous, pour mieux préparer votre prochain voyage. Et dans l'aviation de ligne, eh bien, nombreux sont les personnels commerciaux qui utilisent ces VPN. Et si vous prenez l'offre des 2 ans, eh bien, vous avez 4 mois offerts. Bonjour à tous. Nous allons commencer par les questions de la communauté et la première question, elle est suite à un de tes sondages et tu parlais de café dans les avions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus d'ailleurs? Le fameux café à 35 000 pieds. Donc vous relirez le sondage, la question c'était pas quel sujet vous voulez, c'était à votre avis quel sujet est au montage, mais c'est pas grave. Au vu des questions sur le café à 35 000 pieds, température d'ébullition de l'eau au sol? Oui, 100 degrés. 100 degrés. Et dans un avion de ligne, pas forcément. L'avion, il est en altitude, il a de la hauteur par rapport au sol, et plus on monte en altitude, plus la température d'ébullition, elle, descend. Et donc avec la pressurisation, on a une température d'ébullition à 35 000 pieds, qui est à peu près à 92 degrés. Donc le café est légèrement différent. Il a un goût différent du coup? Il a un goût différent pour une multitude de raisons, notamment l'hydrométrie dans la cabine. Donc il y a la pression qui a un impact, l'hydrométrie, et de manière générale dans un avion, oui, les goûts vont être ressentis différemment. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est travaillé par les chefs pour les repas qui vous sont servis plutôt en classe business ou première qu'en classe éco, faut être franc. D'ailleurs, il y a eu un petit buzz sur les jus de tomates dans les avions. Oui, je vous ai peut-être vu ça sur LinkedIn, le buzz des jus de tomates. Apparemment, les avions, c'est l'endroit où le jus de tomate est le plus consommé, et justement à cause de l'altération du goût, maintenant vous le savez, avec la pression cabine. Et d'ailleurs, si vous partez au ski cet hiver, faites bouillir vos pâtes un peu plus longtemps, parce que quand vous êtes en station de ski en altitude, la température d'ébullition de l'eau est plus basse, donc il faut garder les pâtes un peu plus longtemps. Voilà. On fait des tutos cuisine maintenant. On va revenir à un sujet un peu plus sérieux, le 777 Air France qui a été percuté par un avion italien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, on en avait parlé sur la chaîne, c'était en juin dernier qu'il y avait eu le Boeing contre Airbus, le 330 contre le 777. Eh bien, le 330 italien a passé une journée au sol le lendemain, donc le 19 il n'a pas volé, le 20 il est reparti vers Tel Aviv et après il a repris ses activités normales. Le 777 d'Air France, il s'appelle Fox Golf Sierra Papa Québec, il a quasiment passé un mois à New York quand même. Il est reparti le 12 juillet en vol spécial, donc sans passagers, vers Paris, et après il a pu reprendre les vols.
Donc ces 3 semaines, c'est peut-être pour attendre des pièces ou à cause des dégâts. Mais d'après les spotters, donc qui sont ceux qui font toutes les photos, il y aurait eu un dommage au niveau de l'arrière de l'appareil. Donc sûrement des pièces à changer. 3 semaines, c'est un délai cohérent ou c'est beaucoup pour... C'est cher, donc après je pense que c'est petit combat d'assurance là, et je ne sais pas qui a payé, mais je pense qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Ouais. La reprise des vols après le Covid, est-ce que ça a été plus accidentogène ou pas forcément? C'est vrai que c'était une question qui ressortait beaucoup. Est-ce que c'est plus dangereux de prendre l'avion après que les pilotes aient été arrêtés pendant X mois? Les statistiques sont sorties. Alors pour 2021, il y a différentes statistiques. Vous avez l'OACI d'un côté, IATA de l'autre. Petite bataille de chiffres, mais l'idée est là, c'est qu'en 2021, vous avez 9,8% de taux d'accident de moins par départ. Donc c'est un taux, hein, donc quel que soit le volume des avions. Donc en gros, quasiment 10% d'accidents de moins pour chaque départ. On est à 1,93 accidents par million de départs, là où avant c'était au-dessus de 2. Donc on est au plus bas depuis 5 ans. 5 ans au plus bas depuis quasiment 2017. Et la bonne nouvelle, si vous comptez prendre l'avion, c'est que le nombre de morts il a chuté de 66%. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est assez énorme. D'après l'OACI, justement, il y a eu 48 accidents pour 104 victimes en 2021 et que 4 accidents mortels. Alors la meilleure année, c'était 2017, il n'y a eu que 50 décès. L'IATA, ils ont des chiffres un petit peu différents. Pour eux, il y a eu 7 accidents mortels et 121 décès. Mais bon, ça reste plus que petit. Attention, là on parle bien d'aviation professionnelle, les gros transporteurs, on ne parle pas du tout d'aviation générale. L'aviation générale, c'est autre chose, c'est pas du tout inclus dans ces chiffres. Et quand on dit les pilotes sont à l'arrêt, ça veut dire qu'ils n'ont pas de formation, ils sont vraiment à l'arrêt ou ils continuent à faire des formations pendant les... Alors pendant la période Covid, ils ont été pour certains arrêtés de vol, j'en sais quelque chose, et là il y avait quand même des simulateurs, donc certaines récurrences, et après il y a des programmes de rentraînement, on a par exemple vu chez Air France où souvent il y avait 3 personnes dans le cockpit, le but c'était même s'il y a moins de vols, qu'on puisse continuer à garder de l'expérience, et on voit que ça a fonctionné au vu des statistiques. Et si on regarde en 2021 les grands accidents, eh bien le pire, ça a été un 737 en Indonésie. Lui s'est crashé le 9 janvier, 62 morts. Et après, derrière, on en a eu en Russie également un Antonov. Lui, c'était en juillet, 26 personnes. Mais vous voyez que, on va dire, les très gros porteurs, toutes ces choses-là, c'est plus qu'anecdotique sur 2021. Alors c'est dommage, hein, on est d'accord pour les victimes, mais c'est beaucoup plus dangereux de faire de la trottinette à Paris. Ça, c'est sûr. Les 3 sujets sélectionnés du mois et au hasard, tu nous as choisi des sujets très militaires, c'est bien ça? On se refait pas. Hein. Donc on va commencer par le L-39C Albatros au Mali. Les Russes ont envoyé des L-39C Albatros au Mali, c'est bien ça? Eh bien, des photos sont sorties. Il y aurait 4 à 6 L-39 effectivement qui sont arrivés là-bas. Donc le L-39 c'est quand même l'avion d'entraînement à réaction le plus utilisé au monde, en tout cas à l'époque. Il y en a 2900 qui ont été fabriqués. Et c'est une sorte d'Alpha Jet version pays de l'Est. Donc vous voyez l'Alpha Jet de la patrouille de France, bah, ça c'est leur version à eux, qui peut tirer de la roquette. Et d'ailleurs sur les photos, on voit la Omani qu'il est apte à tirer de la roquette. D'ailleurs ça c'est l'avion de base, et il y a eu plein de dérivés, de nouvelles versions, c'est ça? Ouais, donc il y a même du super, enfin de l'Albatros nouvelle génération qui existe. Là on voit que ce sont on va dire les premiers Albatros. Donc un Albatros de base comme ça fait quoi? Ça fait 3 tonnes 4 à vide, ça monte à 4 tonnes 7 en masse maximum. Donc on voit qu'en termes d'emport, c'est pas monstrueux non plus, hein. C'est à peu près 300 kg d'emport, d'où ces pas de roquettes. Et en termes d'autonomie, on est sur 2h30 à haute altitude, 4 heures si on prend des bidons. Donc ça permet quand même de voler assez longtemps, surtout pour un pays comme le Mali, et de faire de l'appui-feu. Maintenant attention, hein, c'est de l'ancienne génération, hein. C'est quand même de l'avion ancien, mais du coup de l'avion efficace, et surtout avec un coût de mise en œuvre qui est très faible. On retrouve pas mal de L-39 chez les amateurs de Warbird, donc il y en a pas mal dans le monde civil, sans les roquettes. Quelle année d'ailleurs l'invention des L-39? On est dans la fin des années 60. Donc il y avait le Delphine, le L-29 qui était avant, et après, fin des années 60, à partir de 68, je crois, l'arrivée du L-39. Un avion qui a marqué l'histoire des pays de l'Est, hein, puisque tous les pilotes de MiG-29, de Sukhoi, tout ça sont passés dessus en entraînement. Et une question qui se pose, est-ce que les pilotes maliens ont été formés pour piloter ce genre de... D'après les photos sur sous-verte que l'on voit, il y a beaucoup de pilotes qui ont
un physique qui laisse à penser qu'ils sont plutôt russes. Donc à l'heure actuelle, et de toute façon il faut un temps de formation, à l'heure actuelle ce serait plutôt des personnes, plutôt des pays de l'Est qui les mettraient en œuvre. Il va falloir acquérir l'expérience pour la partie maintenance, mais également la partie vol, donc ça va prendre du temps. Ils ont quoi comme autre type d'avion au Mali? Ils ont des hélicoptères russes, hein, ils ont du Mi-35 par exemple, et apparemment ils en ont reçu un, et ils ont également de l'Embraer, du Tucano. Donc ça, on connaît bien en France parce que c'est ce qu'il y avait à Salon de Provence. J'ai eu la chance de voler dessus sur le Tucano, Embraer 314. Il y a une des versions anti-guérilla, anti-attaque au sol. Et ils ont également un Cessna Caravan, qui est un avion utilisé souvent par Aviation Sans Frontières pour aller dans des endroits un peu reculés, apporter des médicaments, tout ça, ou faire du transport en Afrique ou dans les îles en Asie. Et là, ils feraient de la reconnaissance avec, parce que leur objectif affiché, ça serait de se battre contre les groupes dits terroristes. Est-ce qu'il y a quelques petites anecdotes sur le L-39? Oui, donc on a dit 2900 fabriqués, ça en fait beaucoup. Un avion qui n'est pas du tout fait pour le combat aérien, mais il y a eu des combats aériens avec le L-39. Donc la première anecdote sympa, c'est le 26 septembre 87, un élève pilote roumain, 21 ans, il a voulu quitter l'URSS et il a pris son avion et il a fait tout droit vers la Turquie. Il est arrivé au-dessus de la Turquie, il a vu sur une route des jeeps américaines et il s'est posé sur la route en demandant l'asile politique. Donc on a un jeune de 21 ans qui a fui l'URSS avec un L-39 en traversant directement vers la Turquie. Il a réussi, il a abîmé son avion à l'arrivée, mais il s'en fichait et on ne sait pas ce qu'il est devenu depuis. Mystère. Mystère et boule de gomme. Autre anecdote ou pas? Oui, il y en a d'autres. Il y a du combat aérien ce coup-ci. Le 3 mars 2020, il y a un L-39 syrien qui aurait été abattu par un F-16 turc, toujours les Turcs. Et plus récemment, et là ça vient de sortir, le 24 février 2022, en Ukraine, l'Ukraine a des L-39, un pilote, Dimitri, désolé pour la prononciation, Kolonietz, aurait été abattu au tout début de l'invasion aux commandes de son L-39. Lui, c'était un pilote qui avait de l'expérience sur les autres avions de combat. Il a été affecté sur L-39 et on le sait parce que le 9 août dernier, il a été décoré à titre posthume. Donc c'est comme ça qu'on a cette information. Il serait mort aux commandes de son L-39 lors de l'invasion, lors de l'opération spéciale, d'après les Russes, en Ukraine. On va parler maintenant des scandales à la Royal Air Force. Il y a pas mal de bruit autour de la RAF en ce moment. Vas-y, qu'est-ce que tu as à nous dire? Oui, il y a beaucoup de bruit. Alors, je vais vous exposer mes biais. Mon père était officier d'échange dans la RAF. Moi, ma première école, c'était en maternelle et c'était à Linton on Ouse, dans le Nord. Donc, j'étais biberonné à la Royal Air Force, donc j'apprécie beaucoup la RAF. Néanmoins, là, je crois que c'est leur pire période depuis des décennies, voire depuis leur création, d'un point de vue grand public. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés par de nombreux scandales. Le premier scandale, alors, on va faire un peu pour la blague, les tabloïds anglais, on sait tous ce qu'ils valent, mais il y a un Air Marshal, Andrew Turner, qui lui avait un poste extrêmement important. Il était Deputy Commander Capability. Deputy Commander Capability, il a pris son poste en 2019. En gros, c'est lui qui gérait la planification stratégique, RH et d'entraînement de la RAF. Donc le futur de la Royal Air Force, et j'insiste, le côté entraînement et le côté RH. Et ce SIR, parce que c'est... Enfin, non, il n'est pas SIR, ce Air Marshal. Donc l'Air Marshal, c'est un 3 étoiles, un équivalent d'un général 3 étoiles. Il a eu un scandale parce qu'il est sorti tout nu dans son jardin en mois de février dernier. On va pas vous montrer les photos, on va éviter. Voilà, donc voilà. Alors, ce qu'il faisait nu dans son jardin devant les voisins ne nous regarde pas. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Mais les voisins ont demandé une lettre d'excuse qu'il a initialement signée avec ses initiales et qui a été refusée par les voisins, c'est très british, parce qu'ils trouvaient qu'en ne mettant que ses initiales, je viens de me rendre compte, mais du coup ça fait AT, ses initiales, voilà. Et les voisins, ils ont refusé. Ils ont dit non, AT, non, on veut pas de ça, on veut le nom complet, le prénom et le nom en entier. Donc ils ont tout vu, donc il a tout mis. Et du coup, derrière, ses excuses ont été acceptées. Il a été remplacé en juin dernier, qu'il n'a pas été mis de côté de suite, par Richard Knighton, qui lui est SIR. Pourquoi on vous dit ça en introduction? Parce que les scandales, ils touchent la partie RH et la partie formation. Donc je ne sais pas si c'est un rapport de cause à effet. Nos enquêteurs sont partis en Angleterre, mais à cause des grèves sur place, ils n'avancent pas. Blague à part, le gros scandale à l'heure actuelle, là, de la semaine dernière, il y a les Red Arrows. Les Red Arrows qui sont l'équivalent de la patrouille de France française, qui volent sur Hawk, qui sont neufs.
normalement, mais cette année, ils sont 7. Pourquoi est-ce qu'ils sont que 7? Parce qu'en janvier dernier, il y en a un qui a démissionné, il a dit j'arrête pour des raisons personnelles. 3 mois après, il y a le numéro 5 qui a dit il y a une culture toxique dans la boutique, là, je veux arrêter. Donc ça fait 2 départs. Et mieux que ça, il y a le lieutenant Will Cambridge, lui, eh bien, apparemment, il avait une relation avec une collègue. Alors ça, chez les anglo-saxons, américains comme anglais, c'est pas trop leur truc. Et quelqu'un l'a dénoncé, de l'unité. Quelqu'un dénonçait la d'unité, donc il a été arrêté, il y a eu toute une enquête et tout. Donc du coup, il y a eu moins de pilotes, ils ont même dû faire les fonds de tiroir, ils le disent dans la presse, pour le jubilé de la reine, ils ont dû aller chercher les anciens pilotes et tout, parce qu'ils n'avaient pas de quoi mettre tous les avions en l'air. Et donc là, cette année, ils tournent à 7, et il y a ce petit scandale autour de dénonciation et culture toxique, dans ce qui est censé être le fleuron, le représentant de The Few, comme disait Winston Churchill, la RAF, qui jouit normalement d'une image absolument impeccable, et les pilotes de présentation, qui normalement ont conscience de leur impact médiatique, donc c'est vraiment pas banal. Ils ont des problèmes de formation du coup. Alors, ils ont un problème de formation, et là, même cette semaine, c'est pour ça qu'on vous en parle, parce qu'il y a tout qui arrive en même temps. Je ne sais pas si c'est la reprise chez les Anglais, mais d'après certaines sources et certains tabloïds, ça fait la une la semaine dernière, une officier supérieure du recrutement de la RAF a démissionné parce qu'elle a dit qu'on lui avait forcé à arrêter le recrutement des hommes blancs, de mettre le recrutement des hommes blancs en pause. Alors, la notion de couleur, tout ça, chez les anglo-saxons, c'est différent de chez nous. Donc, ne faites pas un procès là-dessus. C'est race, tout ça, c'est très différent chez les anglo-saxons. Mais clairement, ils ont des objectifs de diversité à atteindre qui sont fixés. Et elle a dit, on m'oblige à mettre en stand-by le recrutement des hommes blancs pour atteindre ces critères d'objectifs de diversité. Et du coup, il y a énormément d'anciens officiers généraux, d'officiers supérieurs de la RAF, là, qui ont été interviewés dans les médias et qui vont dans le sens où il y a une énorme pression de la part de la Royal Air Force de recruter de la diversité. Pour la petite histoire, parce que là on parle des Anglais, mais par exemple au Canada, on vous demande si vous êtes anglophone ou francophone. Et certaines compagnies, vous donnent des points supplémentaires lors du recrutement si vous appartenez à la minorité. Donc moi, en étant francophone, ça m'a aidé lors d'un recrutement dans une compagnie canadienne. Donc c'est géré différemment, ce sont des systèmes différents, il ne faut pas voir ça avec nos yeux de français, il faut prendre un peu de recul là-dessus. Mais là, quand même, ça a fait scandale, oui, c'est un peu... surtout avec cette démission, parce que voilà, il y a un moment, avec ce qui se passe en ce moment, voilà. Donc les tabloïds se font plaisir. Comme tu viens de nous dire, il y a des soucis de recrutement, mais du coup, pour la formation, comment ça se passe? Ouais, c'est un peu la Sainte Trinité, là. Donc les soucis d'image, les soucis de recrutement, et là maintenant les soucis de formation. À partir du moment où les journalistes commencent à chercher, ils trouvent, et là ce qui sort c'est quoi? Eh bien c'est que dans ce qu'on appelle le pipeline de formation des pilotes, donc le pilote il est recruté, ensuite derrière il fait la formation initiale au sol, d'officier, après formation initiale sur petit avion et tout. À l'heure actuelle il y a des soucis sur les réacteurs des Hawks, qui servent également à la formation des pilotes de chasse. Et donc du coup, ils prennent du retard dans le cursus de formation. Et à l'heure actuelle, si vous rentrez dans la RAF, eh bien, vous risquez d'attendre 12 mois dans un poste au sol avant de pouvoir aller faire votre formation initiale de pilote de chasse. Donc ça bouchonne. L'autre problématique qu'ils ont, c'est un départ de cadre. Pas mal d'instructeurs. C'est ça, donc il manque de personnes pour former, ils ont des soucis avec la disponibilité des avions, et en plus les Anglais, très tôt, on en parlera dans un sujet dédié, mais ont décidé de sous-traiter une partie de la formation, et voilà, c'est toujours plus compliqué. Donc en ce moment, la RAF, voilà, c'est bien mais pas top. Et ils sous-traitent avec qui justement? Pour sous-traiter en fait la formation des pilotes de chasse, généralement, vous recrutez d'anciens instructeurs d'active. Voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Et là, on est ravis parce qu'il y a le Top Gun à la française qui est assez récent, c'est bien ça? C'est ça. Donc Top Gun, vous connaissez le concept, ça a été fabriqué dans les années 60, inventé pour augmenter l'efficacité militaire des Américains au combat. Le ratio entre ce qu'ils arrivaient à battre versus ce qui se faisait abattre n'était pas bon. Et dans de multiples pays, il y a une qualification qu'on appelle Weapon Instructor, Qualified Weapon Instructor, KWI. Et ça vient d'être créé par l'armée de l'air et de l'espace, pas très loin d'ici, à Mont-de-Marsan. Et la première promotion a été formée, si on peut dire, et il y a eu pas mal de com de l'armée de l'air dessus, le 1er août dernier. Donc 5 personnes, 3 pilotes de l'armée de l'air et de l'espace, j'en connais 2, donc c'est top, des gars super. Un OSA, que je ne connais pas, désolé, et un marin que j'ai connu quand il était dans la marine avant même de devenir pilote. C'est ce qu'on appelle un intra. Et donc, première promotion. Et combien durent ces formations? La formation, c'est à peu près 6 semaines.
Et comment ça se passe concrètement? Ça commence comme toute formation aéronautique, hein, on commence par la théorie. Donc il rentre vraiment dans le détail pour être super bon d'un point de vue tactique et réfléchir aux tactiques un peu de demain. Je rappelle que le Rafale évolue beaucoup, donc il y a vraiment cette notion de tactiquement être vraiment en parfaite symbiose avec la machine et le théâtre d'opération moderne. Ensuite, derrière, ils vont faire tout ça au simulateur, beaucoup de simulateurs, de manière à pouvoir créer des scénarios très réalistes et très complexes. Et après, derrière, toute une partie en vol, parce que les simulations et la théorie, c'est bien, mais la mise en pratique, c'est mieux. Ils ont une devise, non? Oui, tous les QVI ont la même devise, enfin KWI, les QI, et c'est humble, crédible et accessible. Et en tout cas, pour ceux que je connais qui viennent d'être brevetés, là, ça leur va parfaitement, donc ils ont été très bien sélectionnés. Bravo à eux. La dernière fois, tu as parlé du A400M. Là, il y a eu un accident sur le Zephyr. Est-ce que tu vas encore t'en prendre à Airbus? Disclaimer, je n'ai rien contre Airbus. Plus mon père a fait de l'Airbus pendant toute la dernière partie de sa carrière. J'aime beaucoup Airbus. Je respecte ce que font leurs ingénieurs et tout. Il faut pas mal comprendre les propos la dernière fois sur la 400M. Ce qui m'avait vraiment énervé, parce que c'est vrai que cette vidéo a pris beaucoup d'ampleur. On a d'ailleurs été remercié par les pilotes de Canadair. C'était vraiment la manière dont l'information était traitée par les médias. Donc en fait, c'est prendre une information factuelle, le communiqué de presse d'Airbus, et après commencer à lui faire dire des choses qui partaient dans tous les sens et qui du coup nourrissaient des faux espoirs à un moment où ça brûlait pas mal en France. Donc c'était vraiment cette... Des raccourcis. C'est ça, les raccourcis qui, in fine, quand ils sont trop raccourcis, vous amènent à de la désinformation. C'était vraiment là-dessus qu'on s'est attaqué. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire, oui, effectivement, on va parler de Zephyr, et ça s'est pas bien terminé à l'instant T pour le Zephyr 8. Mais tu peux nous reparler un peu du Zephyr, justement? Oui, donc le Zephyr, c'est un avion solaire. L'objectif, c'est quoi? C'est un avion qui est très très large au niveau des ailes, qui est très très léger, qui va monter à très très haute altitude. On parle de 60-70 000 pieds, hein, donc c'est super haut. Un peu comme Maverick dans le début de Top Gun 2. Et il va voler assez lentement, à peu près 60 nœuds. Donc une centaine de kilomètres/heure à très haute altitude, mais au-dessus de toute la météo et tout. Et ça a forcément des possibilités pour l'armée, hein. Vous pouvez prendre des capteurs. En fait, pensez au U2, le fameux avion U2, et ce coup-ci, on fait une version qui peut rester en l'air très 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 longtemps. Et justement, avec Zulu 82, qui était son indicatif, ils essayaient de battre le record du vol le plus long. Et ça a failli bien se passer, mais apparemment, donc, il se serait crashé, c'était le combien? Le 19 août dernier. Ils ont perdu le contact et il a été perdu en Arizona après quand même 64 jours en l'air. 63 jours, parce que je crois que le record, c'est 64 jours. Le record, alors oui, alors parlons-en du record. Le record qui date de 1958, qui a été fait par des anciens pilotes militaires et qui ont eu une idée originale. On va prendre un Cessna 172 Skyhawk et on va voler avec pendant aussi longtemps possible. Et ils sont fait sponsoriser par un hôtel de Las Vegas, le Hacienda, donc on parle souvent du vol Hacienda, et ils ont fait 64 jours, 22 heures et 19 minutes en vol. Ils ont fait 240 000 km. Donc ça, c'était avant la période écologique et tous ces trucs-là, on est d'accord. Et pour faire homologuer le record, c'est assez malin ce qu'ils ont fait. Ils ont décollé, ils sont revenus, ils ont fait un passage bas, il y a une voiture qui les attendait et qui a peint sur les roues des traits blancs. Comme ça, si vous devez vous poser dans le désert, on va le voir. Et donc comme ça, ils devaient garder et tout à la fin, ça a été checké avant qu'ils se posent justement le côté intact de cette peinture. C'est comme ça qu'ils ont pu l'homologuer. Et ils ont fait un total de 128 pleins. Donc ils avaient fermé une partie de l'autoroute, il y avait un camion qui les attendait, ils descendaient avec le Cessna et deux camions accélérés, ils récupéraient le pistolet pour refaire le plein, ils refaisaient le plein comme ça manuellement, 128 fois quand même. Les mecs, ils avaient peur de rien et au bout de 39 jours, ils ont une panne d'alternateur. L'alternateur est tombé en panne, donc après ils volaient de nuit sans électricité. Enfin bref, c'était des gros malades. Et contrairement, je ne sais pas si j'étais clair tout à l'heure, contrairement au Zephyr, le Zephyr n'est pas habité, il est piloté depuis le sol. Là, ils l'ont fait vraiment dedans, à tel point qu'au bout des 64 jours, ils ont dû être sortis des avions, ils n'arrivaient plus à marcher. Voilà, c'est un record. Et le Zephyr, il marche avec une batterie, c'est ça? C'est ça, le Zephyr, c'est 2 moteurs électriques.
Donc 2 moteurs électriques, il y a une capacité avec des panneaux solaires à refaire de l'électricité. Donc ça lui permet de rester extrêmement longtemps en vol. Et ça peut amener justement à concurrencer peut-être des satellites. Des satellites, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Exactement. On peut les comparer à des satellites. C'est ça. Et puis bon courage pour aller l'abattre à 70 000 pieds, ça ne va pas être évident. Donc ça va dans la bonne direction. Continuez les gars de chez Airbus. On est content. On n'est pas là pour critiquer toute la journée. Là, on va parler du tout premier avion électrique qui vient d'effectuer un point-to-point au Canada. Effectivement, alors forcément, il fallait qu'on parle un peu du Canada. Et on va parler d'un avion mythique au Canada, le De Havilland Beaver. Beaver qui veut dire, voilà, vous l'avez vu, le beau castor derrière nous. Le castor, donc forcément, c'est mythique au Canada et c'est l'avion de brousse par excellence. Donc c'est un hydravion et depuis 2019, ils font des essais pour transformer son moteur quand même de 750 chevaux à propulsion électrique et réussir comme ça à faire des vols de liaison entre le continent, la ville de Vancouver, et l'île de Vancouver. Il y a la ville de Vancouver, l'île de Vancouver, vous voyez sur la carte, et faire cette distance en full électrique. Et ils ont réussi ce mois-ci. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils travaillent dessus. Le premier vol, c'était en 2019. Ils ont fait 72 km et 24 minutes de vol avec ces 750 chevaux propulsés de manière électrique. Ils sont restés 2 jours sur place et là, le plan après, c'était de ramener l'avion. Donc peut-être que dans quelques années, on pourrait faire un reportage là-bas et faire partie d'un vol commercial. Oui, c'est ça, c'est à des fins commerciales. Tout à fait, c'est à des fins commerciales, de pouvoir transporter des gens justement rapidement entre Vancouver et l'île de Vancouver. C'est le taxi volant moderne. Exactement, le taxi écolo. Ouais, volant moderne. En parlant de petits moteurs, enfin en parlant de moteurs, il y a eu un petit souci d'approvisionnement pour les gros moteurs. Donc les LEAP 1B, c'est bien ça? Exactement. Là sur les MAX, vous voyez qu'on a ces superbes moteurs de chez CFM. Le LEAP, vous avez le B pour Boeing, le A pour Airbus. Hein. Ils sont utilisés sur les nouveaux Airbus également, la 320-21. Il y a quand même 465 de LEAP là, qui ont été livrés depuis le début de l'année. Ouais. Mais Boeing relance sa cadence en termes de fabrication de 737 MAX. Donc ils sont remontés à 31 par mois, ils veulent passer à 52 par mois. Et qu'est-ce qui ne suit pas? Comme tu le disais Laurence, eh bien, ce sont les réacteurs. Et donc, comment est-ce que vous faites quand vous avez vos avions qui poussent à la chaîne, hein, on est quand même sur un avion par jour qui sort, et que vous n'avez pas de réacteur? Eh bien, Boeing est en train de fabriquer des poids pour pouvoir mettre sur les avions. Alors, comment vous livrez vos avions? Il faut un moteur, par un contrepoids. Donc, ils ont à peu près 290 MAX qui sont stockés, notamment ceux qui ont pour vocation à partir en Chine. En Chine, ils ne peuvent pas voler pour l'instant, donc ils ont 290 MAX stockés. Ils prennent les moteurs, les LEAP qui sont sur les avions stockés, ils les démontent, ils les mettent sur les avions qui viennent de sortir. Et pour éviter que l'avion touche de la queue, parce que ça change complètement tout le centre de gravité, eh bien, ils mettent ces contrepoids. Et donc vous vous retrouvez avec des avions qui devaient partir en Chine, qui sont toujours stockés, qui n'ont plus de moteur, qui ont en gros du ciment à la place. Et comme ça, on récupère des moteurs qui sont stockés depuis quelques années et pour livrer les clients. Et en termes de fiabilité, sécurité, aucun souci. Oui, voilà. On l'a vu, hein, on a vu 2021, on a quasiment 10% d'accidents de moins, donc on voit que ça fonctionne très bien. L'actu militaire ce mois-ci se focus beaucoup sur l'Asie et on va commencer avec la mission Pégase et notamment Henry Brown. Effectivement, l'armée de l'air a déployé, et de l'espace, a déployé 3 Rafales, 2 A330 MRTT, donc les nouveaux avions ravitailleurs, et 2 A400M, dont on a parlé. Et tout ce petit monde est parti le 10 août dernier de France pour rejoindre, dans un premier temps, la BA-186 de Nouméa. L'objectif, c'était d'y aller en moins de 72 heures. Mission réussie. Et pourquoi Henry Brown? Pour la petite histoire, Henry Brown, en fait, eh bien, c'était un Kanak qui appartenait à ce qu'ils appelaient à l'époque le bataillon du ciel. C'est un Kanak qui a fait la formation des SAS. Donc on parlait des Anglais tout à l'heure, les SAS, c'est les forces spéciales anglaises. Seconde Guerre mondiale, quelques Français ont fait la formation de parachutistes avec eux. En Écosse, je pense qu'il y a eu un petit choc de température quand même, monsieur Henry Brown. Et il a fait partie donc, des forces françaises libres. Il a été parachuté le 9 juin 1944 sur le nord de la Bretagne pour former les maquisards. Et donc il a entraîné les Bretons qui ont été très étonnés de découvrir un Kanak. Ils ne savaient même pas que ça existait, la Polynésie pour certains. Nouvelle-Calédonie. Pardon, on voit que tu maîtrises par là-bas. La polygamie, moi j'ai jamais été, hein, mais si on me paye le voyage, oui, je veux bien. Effectivement. Et il a continué derrière sa carrière militaire. La Seconde Guerre mondiale, il a été blessé dans la Loire avant de repartir justement en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour la petite histoire, Henry Brown, Force aérienne française libre, parachuté le 9 juin 1944 sur la France.
Et quel est l'objectif d'un point de vue macro de ce genre de mission? L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement montrer que la France est en capacité à faire une projection de puissance rapide, n'importe où sur Terre, et là, à 18 000 km de la métropole. Donc on n'y va pas en ligne droite, il y a eu quelques escales, il y a eu Soulour en Inde, après il y a eu une escale à Darwin, et l'objectif quand ils sont arrivés derrière sur Nouméa, c'était de faire une mission tactique. Donc dans un premier temps, un tir de 6 missiles Scalp, donc des missiles pour attaquer des zones défendues ou autres, donc ça permettrait d'attaquer une base adverse. Et après derrière, ils ont fait du close air support, donc de l'appui aux troupes au sol, et ensuite derrière, ils ont protégé une mission tactique d'un CASA 295 et d'un A400M qui simulait du largage de parachutistes et de la projection de puissance. Donc c'est projeter de la puissance militaire, micro, très précise, au mètre près, à 18 000 km de la métropole en moins de 72 heures et mission accomplie. La force aérienne aussi allemande a envoyé des 6 Eurofighter en moins de 24 heures en Asie aussi. Tout à fait. Justement, il n'y a pas que la France qui est en train d'augmenter sa puissance, cette projection en Asie. Vous avez également les Allemands qui ont créé l'exercice Rapide Pacifique 2022. Et là, 4 A400M, 6 Typhoon, 3 MRTT qui appartiennent à l'OTAN. Attention, ils n'appartiennent pas aux Allemands, ils appartiennent à l'OTAN, qui sont partis de Neubourg-an-der-Donau et qui sont partis effectivement à Singapour, l'objectif 24 heures. 12 800 km, et là, je vais reprendre le tweet allemand. Problème, ils ont eu un Typhoon qui est resté aux Émirats Arabes Unis quelques temps, suite à une panne hydraulique. Et nous, les Rafales, ils sont jamais en panne? Cocorico. En fait, si vous regardez la presse, eh bien, après avoir fait le raid sur la base 186, il y en a un qui n'est pas reparti de suite. Donc voilà, ça arrive. Mais nous, c'est après 18 000 km. Donc c'est plus mieux. Ce genre de mission, c'est assez récent ou ça fait depuis quelques années que ça existe? L'armée de l'air et de l'espace l'avait fait l'année dernière, dans une autre partie du Pacifique. Traditionnellement, il y avait beaucoup de déploiements vers les exercices Red Flag. Red Flag à Nellis, donc Las Vegas, où la plupart des pays de l'OTAN se retrouvaient. Et là, ce qui se passe, la raison pour laquelle il y a autant de mouvements vers l'Australie, en fait, c'est parce qu'il y a Pitch Black 22, les Australiens, qui organisent un grand exercice. Et pour les remercier d'avoir signé avec nous les sous-marins, ceci est du second degré, eh bien, on participe à leur exercice et on a donc projeté notre puissance là-bas. Et les Allemands, les Français et multitudes d'autres nations vont se retrouver pour faire un grand exercice du côté de l'Australie. Et les Allemands, ils rentrent quand du coup? Comme les Français, ça va rentrer en septembre, le mois prochain. Et les Allemands, ils vont passer par le Japon et la Corée du Sud avant de rentrer. La France, nous, on va passer notamment par Singapour avant de rentrer. Est-ce que tu as une petite anecdote sur l'unité des équipes allemandes? Oui, donc l'escadron tactique 74, eux, ils ont quand même une anecdote sympa. Histoire d'espionnage avec l'URSS en 1967. En 1967, il y a Manfred Raminger. Si vous voulez le googler, voir toute l'histoire, eh bien c'était un playboy apparemment. Il avait une Maserati et tout. Et il était très C'est ça la définition d'un playboy? D'après Wikipédia. Okay. Voilà, je botte en touche. Je ne rentre pas dans ces sujets. Il a volé un AIM-9, un Sidewinder, un missile RR, Fox 2. Il a volé ça sur une base allemande. À la base, on lui avait demandé de voler un fantôme. Donc c'était un agent soviétique. Et il a réussi à voler ça. Il l'a démonté, il l'a envoyé en plusieurs morceaux par la poste vers l'URSS. Il y a eu des soucis, ça a été renvoyé chez lui. Donc il a dû y retourner, bref, toute une histoire. Au final, il a réussi à voler un AIM-9 à cette unité. Après, il a été arrêté quand même. Donc ça, c'est quand même pas banal, voler, et puis il l'a mis dans la voiture et tout, enfin un truc assez absurde. Et en 85, par contre, moins drôle, nous ici, là, on n'est pas très loin de Bordeaux, et bien il y a un F4 fantôme de cette unité qui en approche à Bordeaux, qui venait en visite, s'est crashé, et le pilote et le navigateur sont morts. C'était des anecdotes sur cette unité allemande. À noter quand même que la Luftwaffe, avec ses Typhoon, à ma connaissance, ils n'ont jamais gagné de Best Flying Award. Ce que je veux dire par là, c'est que ces derniers temps, dans la presse, on entend beaucoup parler de la réinjection d'argent et de budget chez les Allemands. Il y a du travail encore un petit peu pour la montée en compétences de leur personnel. Et ce Rapide Pacifique 2022, je pense que du coup, c'est cohérent avec leur volonté d'investir. C'est bien d'investir, mais il faut aussi que professionnellement,
profitent des autres, ils profitent un peu des autres nations, parce qu'ils ont quand même ils ont un peu de marge de manœuvre tactiquement par rapport aux autres pays de l'OTAN, faut être honnête. Maintenant, on va parler de la violation de l'espace aérien en Finlande par des aéronefs russes. Est-ce que ça arrive souvent et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc on a souvent parlé sur cette chaîne, la Finlande, ils ont 1300 km de frontière avec la Russie. Il y aurait des MiG-31 qui auraient pénétré l'espace aérien pendant à peu près 2 minutes sur 1 km, donc je ne sais pas s'ils faisaient des ronds ou autre. Ça arrive, on en a beaucoup parlé avec la vidéo de Kaliningrad. Maintenant, ce qui est très important, parce qu'on a beaucoup entendu parler ce mois-ci autour de Taïwan. Oui. Donc, violation d'espace aérien, on va remettre un petit peu les définitions, surtout parce que c'est des zones en mer, là ça s'est fait autour d'îles encore une fois. Vous avez les eaux internationales à 12 nautiques. De 12 nautiques à 24 nautiques, vous avez les zones contiguës. Dans les zones contiguës, le pays il a encore droit de ses droits de douane, de fiscalité, de santé et d'immigration. Alors un vol, c'est forcément un peu différent. Et après, vous avez la ZEE, la zone exclusive, économique exclusive, qui elle va à 200 nautiques. À ne pas confondre avec la fameuse ADIZ à Taïwan, la Air Defense Interception Zone, qui, si vous regardez la carte, regardez, eh bien, elle commence en Chine. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc, si vous rentrez par exemple dans l'ADIZ taïwanaise, vous respectez le droit international. Vous pouvez même être au-dessus de votre pays, ou vous êtes au-dessus des 3, tout va bien. Si maintenant vous rentrez dans les 12 nautiques où vous passez la frontière sur une frontière terrestre, là, effectivement, il y a violation de la souveraineté du pays, et apparemment, c'est ce que les MiG-31 ont fait en Finlande. Ce sont des actes volontaires ou alors après, il faudra les moyens de navigation des pilotes, mais si vous voulez éviter que ça arrive, vous donnez pour consigne à vos équipages de prendre une petite marge. Et donc, s'ils n'ont pas pour consigne de prendre cette petite marge, c'est qu'il n'y a pas une grosse volonté d'éviter l'erreur. Je crois que ça s'est produit aussi plusieurs fois en Suède. Oui, par les Russes. Tout à fait. Ça s'est produit également en Suède. Toutes ces parties un peu des pays du Nord. Maintenant, si vous regardez la carte, c'est pas forcément des parties où c'est toujours très facile de naviguer. Surtout si vous avez des avions qui font des accélérations et qui volent dans le haut subsonique, voire même à vitesse supersonique. Les rayons de virage, c'est pas toujours évident. Maintenant, les Russes l'ont bien vu en Syrie, avec les Turcs. Si vous mordez un peu trop et que vous allez, par exemple, chez les Turcs, eh bien, les Turcs vous tirent dessus avec leur F-16 et donc les Russes ont perdu plusieurs avions, ont perdu des avions comme ça. Il faut faire attention à bien respecter son espace aérien. Oui, les conséquences peuvent être fatales. Tout à fait. Le Sunny du mois, les accidents au sol, est-ce que c'est fréquent? Oui, beaucoup plus que vous ne pouvez le penser, vous allez le voir, c'est absolument énorme. La raison pour laquelle on voulait traiter ce sujet aujourd'hui, eh bien, c'est à cause du petit match qu'il y a eu entre le 330, l'Airbus italien, et le Boeing français, qui n'était pas sans nous rappeler. Blague à part, les chiffres que j'ai retrouvés datent de 2007. Et 2007, IATA, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il y a eu 27 000 accidents au parking. 27 000. C'est juste énorme. Je vous rappelle qu'on a vu les chiffres tout à l'heure en vol, il n'y a quasi rien. Et en termes de blessés? C'est énorme. Ça fait 243 000 blessés. Ça fait un accident par 1000 départs. Donc c'est absolument énorme. Ça fait 9 blessés par 1000 départs. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec en vol. Alors le bon côté, c'est que c'est quand même moins dangereux qu'en vol. Hein. Vous êtes à l'arrêt où il ne se passe pas grand-chose. 80% sont des contacts entre des avions et des véhicules. 10% entre avions, on l'a vu. Et le reste, bien, c'est entre des avions et la surface. Par exemple, taper un poteau ou des choses comme ça. Et ça arrive très très vite et régulièrement. D'ailleurs, nous, une fois, on est parti en... Ce sont des fautes humaines. Oui, dans 90% des cas, c'est du facteur humain. Nous, on a eu un exemple, on était sur un 350 à Punta Cana, et la personne qui devait venir se mettre au niveau de la soute pour les bagages et tout a tapé l'avion. Un 350, c'est en composite, c'est très fragile. L'avion a pris 26 heures de retard. Quelles sont les zones qui sont principalement touchées ? Comme on vient de le voir avec l'exemple, c'est que la raison pour laquelle vous voulez un véhicule à côté de l'avion, c'est pour tout ce qui est cargo, pour tout ce qui est bagages ou du handling, donc ça va être souvent à partie droite, ça va être du côté du cargo, du côté du fuselage avant, ça peut taper devant avec le pushback, ou du côté des moteurs, parce que les moteurs ils descendent, vous prenez par exemple l'hélice, là ça descend assez bas, et en préparant ce sujet, on ne va pas vous mettre la vidéo, parce qu'elle est un peu gore, mais j'ai par exemple, je suis tombé sur des images de personnel au sol qui tournent autour d'un ATR ou d'Antonov avec les épales qui tournent et qui se prennent un coup de pale. Donc là c'était décès direct.
Là, ce sont des cas extrêmes. Qu'est-ce qui peut arriver comme autre cas? Oui, donc effectivement, c'est des cas extrêmes. D'ailleurs, sur le porte-avions Charles de Gaulle, on a des avions à hélice, les Hawkeye. Eh bien, dès qu'ils vont mettre en route, on fait un cordon humain autour, de manière à rattraper une personne qui n'aurait pas vu que les hélices tournent. Donc c'est de la formation, c'est de la culture. Un autre cas qui peut arriver, c'est par exemple le pushback qui vous fait reculer, il abîme les pneus sur l'avant. Ça s'est arrivé dans une compagnie française où ils ont abîmé les pneus avant du 747. Ils ne l'ont pas dit. L'avion s'est aligné sur la piste, a mis plein gaz, les pneus ont explosé, ils ont dû faire une interruption de décollage à grande vitesse avec le 747. Tout ça, pour mauvaise culture, si on peut dire, du personnel au sol. Comment faire évoluer tout cela? Donc là, les chiffres que je vous ai donnés datent de 2007 et depuis, il y a eu une prise de conscience, un peu comme dans l'aviation dans les années 70, que la sécurité, oui, c'est les pilotes, oui, c'est le contrôle aérien, oui, c'est les mécanos, mais c'est également tout ce qui est les handlers, les personnes autour. Et là, on est face à une population légèrement différente en termes de cursus de formation. C'est comme ça, c'est souvent des sous-traitants ou autres, et l'idée globale, c'est d'essayer de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités, de leur donner cette culture aéronautique, de leur faire comprendre que, vu les statistiques, ils ont au final un plus gros impact sur la sécurité que ce que va avoir le copilote ou le personnel navigant de cabine. Leur impact est absolument énorme, il est décuplé parce que c'est une zone extrêmement dangereuse. Et dans la marine, dans l'armée de manière générale, on a ce qu'on appelle des plane captains, des patrons d'appareils. Et moi, quand j'allais à mon avion, eh bien, il était géré par un petit jeune, un jeune mécano, et son état d'esprit, c'est son avion. Et donc, il va faire très attention. Dès que quelqu'un doit s'approcher de son avion, il va s'assurer que tout est bien, qu'il n'y a aucun souci. Il a vraiment cette responsabilité, il sent... Et ça leur donne du sens, en fait. Ça leur donne du sens, complètement. Donc, c'est de la formation, c'est de la responsabilisation, c'est du standard, in fine, c'est de l'intégrité, et tout ça, ça ne peut s'acquérir qu'avec la culture juste, parce qu'il faut faire cette transformation un peu d'état d'esprit. Mais si on arrivait... si les employeurs et tout, ils arrivaient à mettre l'accent sur le fait que dans le cerveau de chacun de ces personnes, de ces prestataires, des fois des intérimaires autour de l'avion, ils se disent c'est mon avion, je fais partie de la mission, ça nous permettrait de réduire grandement ces accidents qui coûtent des vies humaines, qui créent des retards, qui cassent de l'argent aussi. Voilà, c'est estimé à peu près que 10 milliards par an de dégâts. Et le film du mois? Eh bien, on rebondit un petit peu sur ce qui se passe dans la Royal Air Force. Red Tails, qui date de 2012, qui est, on parlait d'état d'esprit juste avant, qui symbolise extrêmement bien ça. C'est la première unité en fait, de Noirs américains à avoir pu combattre au-dessus de l'Europe, donc dans les avions de chasse. Ils étaient reconnus par leur dérive peinte en rouge. Si vous voulez creuser, il y a un excellent documentaire fait par Stardust, que je salue, salut Stardust, excellent documentaire dessus. Mais là, le film est très sympa et vous permet de comprendre un petit peu l'épopée qu'ont vécu ces pilotes. Et le point sur lequel je voudrais insister avec ce film, c'est comment le fait de changer des indicateurs de réussite de mission peut avoir un énorme impact. Parce que jusqu'à présent, les pilotes de bombardiers alliés partaient au-dessus de l'Europe. Ils étaient accompagnés par des chasseurs, et les chasseurs, bon chasseur, il doit faire quoi? Abattre de l'avion de chasse ennemi. Donc ils étaient à fond, je vois un avion de chasse, je me cours après, je vais l'abattre. Et ils oubliaient que leur mission, en fait, c'est de protéger les bombardiers. Donc les Allemands arrivaient, faisaient de l'agasex, comme on dit, hop, les chasseurs, ils partaient, leur couraient après, et comme un chien part après une balle, là, et après, du coup, eh bien, il n'y avait plus personne avec les bombardiers qui se faisaient attaquer par une deuxième vague. Et quand les Red Tails se sont retrouvés avec cette mission d'accompagnement des bombardiers, leur chef, leur dron, comme on dit, leur chef d'escadron, il a dit, pour nous, l'indicateur de réussite de la mission, c'est pas le nombre d'avions allemands qu'on va abattre, c'est le nombre de bombardiers, le pourcentage de bombardiers qui arrivent sur l'objectif. Et donc ils ont fait un changement de KPI, un changement d'indicateur, ils ont dit, maintenant le souci de la mission, c'est le maximum de bombardiers sur objectif. Et ils ont changé un petit peu les méthodes, et ils ont fait ce qu'on appelle de la sweep, c'est le balayage, ils ont fait de la sweep embedded. Ils étaient avec, ils sont restés avec, et même si des fois ils voulaient pouvoir partir à gauche à droite, eh bien ça a changé. Je vous raccourcis un petit peu l'histoire parce que toute la stratégie d'accompagnement de cette période est très compliquée. Mais en tout cas, c'est le fil rouge du film. Voilà. Si ça vous intéresse plus, il y a d'excellents livres sur le sujet. Toutes ces différentes stratégies d'accompagnement et de sweep, voilà, il y a de quoi faire un bouquin. Et d'ailleurs, il y en a de cette taille-là sur le sujet. Mais si vous voulez avoir une bonne vulgarisation sur le sujet, on vous recommande Red Tail.
Jesse Brown est né le 13 octobre 1926 dans le Mississippi et mort au combat le 4 décembre 1950 à l'âge de 24 ans. Il est le premier aviateur naval afro-américain de l'US Navy. Excellent en mathématiques ainsi qu'en sport, il rêve d'être pilote dès son plus jeune âge. Parfois il est en plein doute, mais il ne lâche rien et travaille jour et nuit pour réussir tous ses examens avec brio. Il entre dans la Navy en 1946 à l'âge de 20 ans et devient cadet un an plus tard. À 22 ans, il obtient son brevet militaire. Il est ensuite affecté à l'escadron de chasse VF-32 à bord de l'USS Wright. Son escadron est ensuite transféré sur l'USS Leyte en 1950 en route vers la Corée pour aider les forces de l'ONU. Brown, alors aspirant, effectue 20 missions de combat avant que son avion ne soit touché par les défenses anti-aériennes. Il s'écrase sur une montagne le 4 décembre 1950 lors d'une mission d'appui aux troupes au sol. Brown décède malgré l'aide précieuse de son leader Thomas Hunter qui crache son propre avion pour aller le sauver à pied. Avec cette décision, Hunter risquait la cour martiale, la capture par les Chinois et tout simplement sa propre vie. Au contraire, elle lui valut la plus haute médaille américaine, à savoir la médaille d'honneur du Congrès. Le parcours de pionnier de Brown dans l'US Navy, encore en pleine ségrégation raciale à l'aube des années 50, a été immortalisé dans plusieurs livres et sera bientôt porté à l'écran dans le film Dévotion. Jonathan Majors incarne le lieutenant Brown et Hunter, son leader, est joué par Hangman de Top Gun Maverick qui troque son F-18 pour un Corsair mais reste toujours dans la Navy. Et voilà, c'était le débrief du mois. Comme vous l'avez compris, ça sortira à chaque fois le dernier lundi du mois. On reprendra toutes les actualités. Nous espérons que ça vous a plu. On vous le répète, mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup. Il y a des chapitres. On sait que le format est beaucoup plus long que ce qu'on vous fait d'habitude. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les sujets qui vous plaisent. Si vous voulez que certaines actualités soient plus développées, on peut facilement venir faire un zoom sur un des sujets où on a peut-être loupé certains sujets d'actu. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Dans tous les cas, on vous dit au mois prochain. Et sinon, peut-être à bientôt dans votre entreprise parce que voilà, avec Laurence, on fait des formations, comme vous le savez, où on parle de l'état d'esprit du commandant de bord, leadership, followership, toutes ces choses-là. N'hésitez pas à nous contacter et puis Laurence, ce sera un plaisir de vous répondre. À la prochaine, lundi prochain pour un autre sujet. Et d'ici là, fly safe.